how do you do? And how do you sleep? All the pieces float in a strange and violent wind. But I got something, and I know you well. Soothing as the sound of the midnight wave. You won't have to talk, and I'll be quiet as home. Memento Maurice, bonsoir. Bruno et moi poursuivons notre périple au sein des brasseries et brew-pubs en lien avec la musique, disons, allez, énervé à défaut de parler de métal. Notre envie réside dans la compréhension des liens entre le métal et la boisson dorée, j'ai bien dit la boisson et pas la douche, que représente la bière. Elle coule à flot dans nos concerts et autres festivals. Ceux-ci, de plus en plus, font appel aux brasseries locales, nous permettant de goûter davantage que les 8-6 et autres crus. La Belge que je suis ne peut que vous en remercier. Pour cette troisième rencontre de brasseurs, nous avons fait cap sur Guingamp, avec étape à la brasserie d'Istouffer, où nous retrouvons Fabien, le créateur du lieu, depuis 2019, ainsi que Kylian et Thibaut, qui sont partis, voilà. Ils se sont fait la tangente. C'est ça. Ben donc du coup, Fabien, une brasserie locale, c'est une philosophie particulière ou c'est simplement une perpétuation de gestes antiques qui se faisaient déjà du temps des Gaulois? D'ailleurs, y avait-il de la bière à ce temps-là? L'époque de la Gaule? Ouais. Ah oui, si, il y avait de la bière, bien sûr. C'était ça, la fameuse cervoise, qui était un produit fermenté, en fait, qui se rapproche un petit peu de la bière d'aujourd'hui, en sachant que là, c'est quand même plus élaboré ce qu'on fait aujourd'hui en termes de brassage, quoi. D'accord. Et donc, du coup, cette brasserie d'Istouffer, elle a une philosophie en elle-même ou Alors, elle a une histoire déjà, c'est-à-dire que la création de la brasserie, moi, je suis batteur, j'étais batteur à Mes Heures Perdues, c'est-à-dire que j'avais un groupe de musique, on était 4 dans le groupe, et donc, comme on se faisait un malin plaisir, un amateur de bière aussi, donc ce qu'on appelait la mi-temps de la répétition de musique, généralement, chaque personne du groupe envoyait des bières un peu à déguster, et du coup, on goûtait des nouveaux breuvages, de différentes brasseries artisanales généralement. Et puis de fil en aiguille, l'idée est venue donc de me lancer là-dedans. Donc je brassais donc en amateur chez moi, à mon petit niveau. Et puis au bout d'un moment, on faisait goûter les boissons aux copains. Les copains trouvaient ça sympa. Et puis au bout d'un moment, crise de quarantaine arrivant, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le projet de monter sa microbrasserie sur Guingamp. Et bien sûr trouver un lien et un thème musical par rapport à la future brasserie, quoi. Donc nous, on est venu sur l'idée donc du club des 27, donc l'effigie donc de tous les stars du rock qui sont décédés à 27 ans. Hop. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà. Donc on a du Amy Winehouse. Amy Winehouse, on a Janis Joplin, on a Jimi Hendrix, on a Kurt Cobain, Brian Jones et Jim Morrison, bien sûr, quoi. Et de là, on a après donc décliné la gamme, augmenté la taille de la gamme en proposant différents délires. On a créé la Purple Haze, une bière blanche à la purée de framboise, en hommage au morceau de Jimi Hendrix. On a sorti la Ziggy, une triple avec David Bowie en hommage aux tickets sur les différents personnages qui ont élaboré un petit peu la période musicale de David Bowie, quoi, avec Ziggy Stardust, tous les différents comment dirais-je, pas déguisement, mais... Oui. Mais comment on fait justement je me rappelle de ces livres de cuisine qui sont sortis sur le métal ces derniers temps, métal et même rock, où on propose des plats ou des desserts en lien justement avec certains groupes, et la personne dit, en fait, moi j'écoute ça, et voilà ce que ça me provoque, et voilà le dessert que je sors. Est-ce que c'est la même chose quand on fait une recette de bière, de se dire, tiens, je voudrais faire une Ziggy. Qu'est-ce que Ziggy, qu'est-ce que je vais mettre dedans? La relation entre la bière et le portrait qu'on met dessus un petit peu, c'est ça que tu veux dire? Oui, par exemple. Oui. Ouais, après on est parti sur des délires, hein. Par exemple, la Hendrix, c'est une American Amber Ale, on est sur une bière ambrée. Jimi Hendrix est en métis un petit peu de peau. On a mis aussi, il y avait une partie de ses descendants qui étaient pas ses descendants, de ses ascendants, qui étaient d'origine amérindienne. Du coup, on a été mettre des houblons Chinook et qui sont aussi d'origine un petit williamette,
qui sont d'origine amérindienne aussi un petit peu. Donc, du coup, on est parti sur des délires comme ça. La stout, on est sur une bière brune, Amy Winehouse. Back to Black. Brune, voilà, brune, plus Back to Black en nom d'album. On est parti là-dedans. Après, la British Golden Ale, la Brian Jones, on est sur une bière anglaise avec laquelle on utilise des ingrédients anglais. On est malt anglais, houblon anglais, levure anglaise. Donc, on est dans le pur style british, donc comme Brian Jones des Rolling Stones. Kurt Cobain, on est parti sur une IPA parce qu'il y a le côté amertume et il y a le côté un peu Kurt Cobain, un petit peu, il y a le côté un peu sympa, et puis grunge du côté où il est un peu noir, entre guillemets. Il y a le côté blanc et le côté noir de Cobain. Et je trouve que sur l'IPA, c'est un petit peu ça, quoi. Tu peux avoir le côté un petit peu hard de l'amertume, et comme tu peux avoir aussi le profil aromatique dans certaines IPA, où là, tu as plus le côté sympa du houblon, quoi. Oui, mais on entend beaucoup parler de la IPA à l'heure actuelle. Enfin, c'était une grosse mode. D'abord, est-ce que c'est toujours à la mode? C'est toujours à la mode, hein, Est-ce un petit que- peu. Si. Est-ce que quand on est brasseur, on se sent obligé aussi de s'adonner à cette mode-là, ou alors non, on aime ça, Du tout, justement? chaque brasseur, comme tu disais tout à l'heure, va raconter son histoire en fonction de ce qu'il veut faire dans sa gamme de bières. Nous, on aimait bien mettre une petite IPA parce que déjà, on aimait bien ça. C'est à la mode, comme tu dis, donc ça a aussi garanti quand même des ventes de produits là-dedans. Après, il y a certaines brasseries qui n'y vont pas du tout sur ce style-là parce que ça leur convient pas. Faut aussi, c'est un procédé un petit peu où faut avoir quelques équipements pour faire des houblonnages, des fois aussi à cru, qu'on appelle ça. Donc il faut quelques équipements pour ça, mais autrement, non, bien sûr, il y a pas d'obligation d'avoir une IPA dans sa gamme, hein. Après, comme je dis, c'est un phénomène de mode, donc on nous en demande souvent, hein. Comme Ouais. c'était le cas de la triple, on a été pendant 6 ans sans avoir de triple dans la gamme, et puis Ça revient. on nous a dit, Mais il nous faut une triple. Mais c'est bien. Bah voilà, c'est ça. La Belge que je suis Voilà, c'est ça. Donc, remercie nous, parce que pendant un moment, j'avais un petit peu peur de la voir disparaître, cette Donc, triple. La nôtre, on a voulu faire un peu plus fort que la 8.6 que tu parlais tout à l'heure, elle fait 8,8. Voilà. C'est très bien, c'est C'est très ça, bien. c'est ça. Mais, donc, du coup, tu parlais du club des 27. Ouais. T'as pas 27 bières, là. Est-ce Ah que c'est non. un but d'arriver à 27 Du tout, Non. du tout. Là, en fait, nous, on a essentiellement, lorsqu'on a élaboré, si tu veux, le projet d'Istoufer, on arrivait sur un domaine à Guingamp où il n'y avait pas de brasserie artisanale. Donc, pour la future clientèle qui était la clientèle guingampaise, on arrivait avec pas mal d'inconnus pour les clients potentiellement futurs, si tu veux, quoi. Donc, il a fallu faire venir cette clientèle-là naturellement à la bière. Donc, on a proposé une gamme assez standard pour démarrer, blonde, blanche, ambrée, brune, une IPA. Donc, on est sur nos 6 bières de la gamme permanente. Et après, on a fait venir et évoluer notre clientèle avec d'autres gammes de produits plus rock'n'roll, entre guillemets, qu'on a proposé, quoi. C'est-à-dire que si dès le départ, j'avais lancé une blanche à la purée de framboise, une stout à la vanille et une East Coast IPA, je pense qu'on m'aurait traité de cinglé, quoi. Donc du coup, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait évoluer notre clientèle avec nous, quoi. Donc ça, on les envoie dans le voyage d'Istoufer, quoi. Donc ça, c'est cool, quoi. On a les 6 permanentes, tranquilles, et puis les autres, on a fait une bière au pumpkin ale, petit marron, malt infusé, gingembre cannelle, quoi. Donc ça, Mais oui. c'est super intéressant. C'est des bières épicées, mais ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a une certaine clientèle qui vont trouver ça très chouette, quoi. Ouais. Ah bah, ça m'était arrivé de goûter alors une bière à la pizza. Ah oui, c'était Arvarus qui avait fait ça, Oui, je crois que c'est Plomoguer. ça, ouais. Ouais. Ouais, si, Régis, ouais, il a fait quelques trucs assez rock'n'roll, ouais, si. Il est assez coutumier du fait, ouais. Et donc, toi aussi, tu aimerais de temps en temps sortir un truc un peu de ce genre-là, ou Ouais, on pas en sort, forcément? on essaye de produire des trucs nouveaux, là, on est en train de travailler on est sur une bière à balle de malt fumé, tourbé, vieilli en tonneau de bourbon. Je te laisse deviner qui sera sur l'étiquette. Je te Euh, laisse deviner. Oh bah l'émi, Je dirai rien. forcément. Elle sortira au mois de Ouais. mai-juin, juste avant le Hellfest, Non normalement. mais attends, il est pas mort à 27 ans, lui. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Après, on fait évoluer la gamme, je te dis, avec d'autres trucs un peu plus. Et là, on essaye d'aller en corrélation avec ce qu'on a mis dans la bière. Parce que par Ouais, rapport à ta recette que tu bien disais tout sûr. à l'heure, où là, on est sur des mâles fumés, tourbés, on est sur des notes un peu sympas, quoi. Je reviens sur ma question en fait de tout à l'heure et qui est un petit peu qui rejoint ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'abord la recette qui arrive et on voit à qui on peut l'attribuer, ou non, c'est le musicien et on cherche les choses qui pourraient correspondre à ce musicien ou Ah, cette musicienne? ça se fait un peu en même temps, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire que la première chose que j'irais faire, comme la bière à la framboise, je voulais faire une bière aux fruits, parce qu'on me réclamait une bière aux fruits rouges, hein, comme pas mal de monde, sans aller dans le délire de la crique cerise gavée de sucre et d'arômes. Donc on allait sur la blanche framboise. Quand on a vu la couleur qu'elle sortait, les arômes qui sortaient, tout de suite, moi ça m'a fait le titre Purple Haze, quoi. Bière blanche Purple Haze, ça veut dire brouillard violet ou pourpre. Ça, direct, c'était Purple Haze et Hendrix, voilà, ça matchait direct. Donc là, la recette est venue avant le nom de la bière, quoi. D'accord. Et par contre, si on prend comment dirais-je, la bière de Lémy qui arriverait après, qui va venir au mois de mai, bah c'est l'inverse, quoi. On a souligné, bah tiens, ça peut être sympa pour le Hellfest. On va sortir une petite bière à la Lémy. Et puis, on a fourni de la bière aussi à un festival de métal à Saint-Brieuc, là, qui a eu lieu à Robien, le Sanctuaire. On Oui. avait notre bière là-bas. Et puis, GG de chez Shark, un gars de la Sécu, qui me disait, ouais, il faut que tu fasses une bière à la Lémy, machin. Il me tannait avec ça. Du coup, on a dit, bah tiens, ça peut être sympa, ça peut être rigolo de faire ça, quoi. Et du coup, bah là, on a trouvé le personnage et on a décliné la recette après avoir trouvé le personnage. Donc, tu vois, il n'y a pas de... C'est D'accord. autant dans un sens que dans l'autre, quoi. Et pour le coup, est-ce qu'on est aussi, en tant que brasseur, en veille des nouveautés? Enfin, du houblon, ça reste du houblon, du malt, ça reste du malt, mais est-ce qu'il y a des nouvelles... Bon, il y a des tendances. Il y a des nouvelles tendances. Aujourd'hui, on a eu des tendances sur les sours. Les sours, c'est des bières acides, hein, donc avec Ouais. des fermentations lactiques, essentiellement. Donc là, c'est des bières, bon, on est sur une mode, mais qui est très élitiste, entre guillemets, quoi. Une bière acide, ça va pas plaire à tout le monde. Si tu es belge, tu es de la gueuse, toi, ça va Oui. te parler. Bah oui. Forcément, ou les Effelwanzen avec une bière allemande, tu vas trouver aussi des styles de bière comme ça. Mais ici, des styles de bière comme ça, c'est pas forcément simple en termes de commercialisation derrière, quoi. Sur un lot, tu peux t'amuser à en faire une, il n'y a pas de souci. Par contre, là, on est plus sur une mode de low alcool en ce moment. Comme on est dans une mode de sans gluten, sans machin, sans alcool, sans tout. Donc là, on sent plus une mode sur le sans alcool, mais nous, au niveau des brasseries artisanales, c'est un peu compliqué en termes de process de faire de la bière sans alcool, parce que ça demande des équipements très spécifiques. Donc faire du zéro alcool, c'est très dur. Du bas en alcool, on peut faire encore avec des souches de levure particulières. Mais bon, ça reste en marge de beaucoup de ventes, entre guillemets, potentielles que tu pourrais faire, quoi. Du low alcool, ça marche sur janvier, dry January, et ça va marcher à fond. Après, peut-être, encore que c'est presque autre chose par rapport au saveur, c'est que ça pourrait peut-être marcher un peu plus dans le temps, sur l'année. Mais c'est pas quelque chose qui, ouais, moi, pas que ça me parle pas, mais, Jusqu'à quel niveau d'alcool vous pouvez descendre sans que ça alors pose de nous, problème? le problème, je crois que c'est 1,5 degré, en dessous de 2 degrés, 1,5 degré, quoi. Le souci, c'est que l'avantage de l'alcool, c'est qu'il a des propriétés de préservation du produit aussi, si tu veux, quoi. Le fait qu'il y ait de l'alcool dedans, le produit, il reste stable. Donc, si tu enlèves l'alcool, généralement, faut pasteuriser ta bière, la filtrer, la pasteuriser pour qu'elle bouge pas et qu'il n'y ait pas de problème d'infection et de soucis dedans, quoi. Donc, nous, on n'est pas équipés sur des tailles de brasserie comme la nôtre pour pouvoir avoir des équipements comme ça pour flasher, pasteuriser la bière et après, pour la centrifuger, s'il faut, comment dirais-je, enlever l'alcool de la bière. C'est des gros investissements pour faire un petit volume de bière potentiel, quoi. Voilà. Même si on sent qu'il y a un regain quand même là-dessus sur le sans alcool. Comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est la mode du sans gluten, du sans tout, machin, bio, sans sucre. Ça Sans... peut être pas mal aussi pour celui qui conduit pas, quoi. Enfin, Ouais, celui qui ouais. conduit au cours d'une soirée, il peut au moins boire 2-3 bières C'est sans sûr. avoir de crainte de souffler dans le ballon. Ouais, mais les bières sans alcool qui sortent en ce moment, sans dénigrer le boulot de qui que ce soit, hein, les industriels, ils maîtrisent bien le process. Donc, c'est ce qui se rapprocherait plus de la bière sans alcool. En artisanal, du sans alcool, c'est pas foufou, quoi. C'est comme le vin. Je sais pas si tu as goûté des vins sans alcool dernièrement. Si. C'est pas génial, quoi. Non. Voilà. C'est ça. J'avoue. C'est pas génial. Et la bière, c'est un peu pareil. Alors, j'en ai goûté du coup aussi plusieurs. Enfin, ouais, il y en a vraiment qu'une où c'était Ouais. assez bluffant, où je me disais, tiens, on me l'a fait boire sans me dire que Ouais, c'est ouais, une mais sans alcool. peut-être, Là, il n'y avait pas de C'est souci. ça. Par contre, il y en a beaucoup d'autres, c'est un goût un peu de flotte. C'est ça. C'est vraiment ça. pas. Bah oui, c'est parce que vraiment pas l'alcool, bon. mine de rien, elle a une C'est- propriété, quoi. Si elle est là, c'est qu'il y a besoin. C'est pas pour enivrer seulement, hein, c'est pour aussi pour le produit. Donc, du coup, tu as commencé seul. Oui, j'ai commencé tout seul en mai 2019 dans la brasserie.
Donc voilà, on a... C'est lié au Covid aussi ou pas forcément? Comment ça, Qu'est-ce qui est lié au Covid? Non, 2019, non, le Non, Covid, non, c'était c'était après. après. Non, non. Je dis des Nous, bêtises. on a ouvert en mai 2019, Oui, la d'accord. brasserie, et en mars 2020 est arrivé le Covid, quoi. Donc Ouais, nous, on d'accord. a été complètement dans la mouise parce qu'on s'est retrouvés sans activité pendant un bon moment. Et comme on nous demandait les résultats de chiffre d'affaires de l'année d'avant, mais comme nous, on avait zéro chiffre d'affaires, on n'était pas créé. Donc on a eu droit à aucune aide pendant tout le Covid. Donc ça a été très très compliqué financièrement. Donc on a réussi à s'en sortir pendant 6 mois. C'était la galère. Après, on a ramé un petit peu. C'est pour ça que je dis, tu vois, 2019, on a bouiné. 2020, restrictions sanitaires, Covid, machin. 2021, c'était encore les restrictions sanitaires aussi. Mm. Là, moi, en 2021, il y a Kylian, donc mon premier brasseur, qui est arrivé avec moi pour me supporter un petit peu dans la tâche de brassage. Et me libérer un peu aussi, moi, du temps aussi derrière pour tout ce qui est administratif et puis tenue du bar ici. Et 2022, guerre en Ukraine. Donc là, c'est l'inflation de tout. C'est-à-dire le carburant, les énergies, le gaz, l'électricité, les prix du verre, le prix des cartons, enfin bref, on a subi des hausses de partout pendant quasiment 2 ans, 2022-2023. Puis voilà, puis nous on a continué quand même notre petite bonhomme de chemin, donc en trouvant des canaux de distribution part et d'autre, hein, que ce soit les cavistes, les distributeurs, les épiceries, les ventes directes en bar, cave, tout ça. Et 2024, on a Thibaut qui est arrivé, donc le deuxième brasseur. Donc lui, plus un poste de responsabilité de production, entre guillemets, avec quand même aussi une partie brassage aussi, où ils sont là à deux à se relayer quand même, quoi. Et moi, du coup, je me suis libéré totalement de la côté production. D'accord. Où là, moi, j'ai accentué plus sur le côté commerce et puis toujours tout ce qui est administratif et commerce, quoi. Ça ne manque pas un petit peu justement d'être les mains dans le brassin? Après, enfin, la brasserie, j'ouvre la porte, je suis dans la brasserie de mon bureau, donc ça va, on a quand même les écumes et les odeurs de brassage qui arrivent régulièrement, puis on y passe au moins 20 fois par jour dans la brasserie, donc l'oreille est là, quand il y a un truc qui colle pas dans la brasserie, l'oreille, le patron Ah oui. quand même, il arrive à dire, ah, là il y a un truc qui colle pas. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais après, c'est bien aussi de laisser de l'autonomie à ces gars, et qui se sentent aussi tranquilles au boulot sans avoir la pression du patron sur le dos, à dire, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci, quoi. Non, ils savent, voilà, non. Faut laisser de l'autonomie là-dessus. Après, je sais qu'il y a certains brasseurs qui n'aiment pas ça, hein. Il y a certains brasseurs, c'est presque assimilé à des druides, hein. C'est-à-dire que les gars, c'est ma potion magique, je veux que personne n'y touche, quoi. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, hein. Moi, ma recette, les gars, ils peuvent la prendre avec eux, il n'y a pas de souci. Il y a tellement de paramètres différents qui rentrent en ligne de compte entre si moi, je prends ma recette ici, je la brasse ici, et je prends ma recette, je vais à la riposte et je la brasse là-bas avec une eau différente, avec un process de brassage différent, ça va pas donner le même style de bière. Donc voilà, moi, je suis pas dans le délire là, donc j'ai totale confiance en mes gars. Oui, mais ça pourrait être aussi d'avoir parfois envie de créer une Ah mais ça, on nouvelle le fait bière. toujours. Par contre, quand on crée une nouvelle recette, hein, il y a un brainstorming, on parle à trois, on fait des dégustes, on fait des trucs, on fait des tests, on regarde, tiens, ça nous plaît, ou voilà, on va partir là-dessus, on va partir là, comme ça. Et puis voilà, par exemple, quand on a brassé la Lémy, quand on a choisi de la mettre dans les tonneaux en bois pour le vieillissement en barrique, Mm. on a choisi la barrique tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend une barrique de rhum, une barrique de sauterne, une barrique de bourbon? Puis on est parti sur un style de barrique absolument qu'on voulait par rapport comment dire, aux arômes que le travail du bois allait faire sur la bière, quoi. Donc il y a vraiment toujours un brainstorming sur le... Et ça a vraiment un gros impact. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Ah ouais, l'impact du bois sur un vieillissement de bière, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais, c'est génial. Moi, c'est le premier barricage qu'on faisait. J'avais goûté déjà des bières vieillies en barrique, donc ça c'est super intéressant. Et là, nous, au fait, on est sur un barricage qui va durer 4-5 mois. Donc, mais déjà au bout d'un mois, on a déjà tous le bois, il relargue tous ses composés, en fait, quoi. Donc là, on est sur des notes vanillées, noix de coco. Franchement, c'est top. Ça va être un super produit, hein. S'il n'y a pas de problème dans le temps. Mais là, au bout d'un mois, déjà, là, on a une seule hâte, c'est dans 15 jours, on doit retourner la goûter et on a hâte. C'est pas trop difficile justement de trouver des vieilles barriques comme ça. C'est quoi ça? Nous, on a des fournisseurs, si tu veux. On peut travailler en local aussi avec Varengen, ici à Lannion, et l'Armorique aussi à Pleubian aussi, qui font du whisky. Donc, on peut potentiellement en avoir aussi de chez eux. Mais là, en fait, on voulait quelque chose d'assez gourmand au niveau de la bière, donc on était parti sur un fournisseur national, hein, il est basé à Cognac, je crois.
Et lui, tous les mois, ils achètent des tonneaux. Et puis, ils nous envoient un catalogue tous les mois. Ils disent, bah, tiens, on a ça de dispo. Et puis voilà. Et non, il y a du rhum jamaïcain. Je te dis, il y a des trucs de dingo. Hein, et là, c'est du Weasel Pig. Du Bourbon Weasel Pig. C'est super connu, hein, en Bourbon. Et la barrique, elle sert qu'une fois, alors. Ouais, elle va servir qu'une fois. Quand elle a libéré ses arômes, après, c'est C'est fini. ça. Alors, certains, des fois, sont intéressés pour récupérer le Ah le oui. tonneau après avoir eu la bière, parce que derrière, ça peut engendrer des goûts sympas aussi au niveau des whiskies, des choses. Il y a Jameson, par exemple, la distillerie irlandaise, qui fait son stout édition, le whisky qui a été vieilli en baril de stout, dans lequel il y a eu la Guinness avant, quoi. Donc c'est super intéressant gustativement, quoi. Donc derrière, il y a des échanges de barils l'un dans l'autre. Donc c'est bien. Recyclage. Et trafic. J'ai pas eu de trafic, hein. Et justement, tu parlais de l'Irlande. T'as un lien quand même avec l'Irlande. Complètement. Mes racines celtes, je pense que vous m'envoient jusque directement la région de Galway et Clifden par là-bas dans le Connemara. Ouais. Si, ouais. Ouais. Non, on a fait plusieurs voyages en vacances déjà familiales avec mon épouse. On a fait plusieurs road trips en moto et on a fait des road trips avec des copains aussi à Quatre Coupes. On est parti là-haut en Irlande pendant 2 semaines. Et puis l'Irlande, ouais, ça te ramène à tes racines directes. Hein. C'est phénoménal. Et c'est là où tu as découvert le brewpub. Alors, découvrir le groupe. Alors, en Irlande, j'ai découvert le côté plus brassage et distillerie, parce qu'il y en a énormément là-bas Oui, bah en oui. Irlande. Et c'est là-bas que j'ai découvert le principe du brassage, que je trouvais chouette, je trouvais sympa. L'esprit pub aussi, bon là tu l'as forcément chez eux naturellement, hein. Tu as un pub dans tous les coins de rue, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, c'est lors d'un voyage au Canada où j'ai vraiment eu le côté brewpub, la référence, où en 2017, quand on a fait ce voyage-là, on était à Montréal, et dans Montréal, on allait manger dans les restaurants le midi et le soir. Et combien de restos on a fait où chaque restaurant avait ses petites cuves de fermenteurs et brassaient leur bière. Et je trouvais ça génial, c'est-à-dire que quand tu venais dans le restaurant, tu pouvais boire la bière que le mec avait brassée le mois avant, et du coup, tu te retrouvais avec des bières que tu connaissais pas, quoi. Alors que ça allait dans la totale opposition de ce qu'on a en France ou dans n'importe des restos où tu vas. Tu vas avoir de la lèvre, tu vas avoir de la Grim, tu vas avoir de la 16 ou de la Heineken, ou, tu vois. Et c'était l'inverse, c'est-à-dire que tu allais dans les lieux et tu goûtais la bière qui était faite dans le lieu, quoi. Et je trouvais ça super chouette, cette idée-là, quoi. Donc d'avoir comme ici, au fait, le coin bar et le côté brassage où tu peux venir déguster les bières qu'on produit, nous, tout au long de l'année, quoi. D'accord. Ça met combien de temps une bière à être maturée, à être brassée Alors, la bière, quand tu brasses ta bière, donc c'est une journée, grosso modo. Donc, ça prend, ouais, tu commences le matin à 7h et tu vas finir vers 18h ta journée. Et, comment dirais-je, après, la bière, elle va rester, pour nous, elle reste 1 mois dans le fermenteur. D'accord. Donc, pendant 15 jours, on a une phase de fermentation primaire où la bière va fermenter, sortir ses esters et transformer les sucres en alcool pendant 2 semaines. Et là, on a à température 19 degrés, la fermentation primaire. Et à l'issue de ces 2 semaines-là, on va venir faire ce qu'on appelle un cold crash. C'est-à-dire qu'on va refroidir la bière à 3 degrés. Et cette propriété-là va avoir la particularité de faire descendre toutes les petites particules en suspension, les restes de protéines, les levures mortes dans le fond du fermenteur. C'est pour ça que les fermenteurs, ils sont coniques dans leur fond. Ça nous permet de faire les lits, comme dans le vin aussi, c'est pareil. On vient faire les lits régulièrement et enlever toutes les impuretés de la bière, quoi. Et là, ça a duré 15 jours, quoi. Et au bout de ces 15 jours-là, donc on a la fin du mois de fermentation et de garde, on va faire soit une mise en fût, soit une mise en bouteille. Et si on fait une mise en bouteille, on fait un resucrage au préalable de la bière avec un certain dosage de sucre liquide, de façon à remettre du sucre dans la bière que les levures vont retrouver au moment de l'embouteillage. On les met au chaud pendant 15 jours. Donc du coup, tu relances le processus, quoi. C'est-à-dire que tu remets des sucres avec des levures dans un environnement chaud. Et si tu relances la fermentation, remontage d'alcool, dégagement de CO2, et comme on a capsulé la bière, la bulle elle reste piégée dans la bouteille et carbonate la bouteille naturellement. Donc c'est un peu la méthode champenoise qu'on appelle ça aussi pour la refermentation en bouteille, quoi. Après, c'est vrai qu'on connaissait le cold crash depuis qu'on a fait notre première interview au cold crash. Au cold crash, d'accord. À Londres, c'est une brasserie, parce que là... Oui, Ils sont où? Alors c'est à Rosé. Ah, Rosé. C'est À Nautil. Rosé. D'accord. Ah oui, Nautil. D'accord. C'est ça. Il y a C'est bien déjà ça, ouais. Le brasserie et le pub, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et le pub s'appelle le cold crash. D'accord.
Donc effectivement, c'est de se dire, ben tiens. Ah, c'est un terme brassicole, ça. Et quand mon super Bruno m'a préparé mes petits trucs, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est quoi encore cette technique-là pour... Il me dit, bah, c'est le cold crash, Le voyez. crash. Parce que pour toi, il y a autre chose ici qui parle de la pureté de la bière. Et je me demandais si c'était cette pureté de ne pas avoir de lit ou ce genre de choses, mais a priori, c'est totalement autre chose. Le Reinheitsgebot. Reinheitsgebot, ouais, Ah ouais, merci. ça, c'est le terme allemand, c'est la loi de pureté allemande, en fait, ça. C'est une loi de pureté allemande, c'est Reinheitsgebot. Oui, ils aiment Thibaut bien vous ça, aurait mieux parlé de moi les- parce qu'il est alsacien, lui, donc il vous aurait dit exactement l'origine de ce truc-là. Mais c'est suite à la guerre, apparemment, donc ils ont mis des systèmes à la fin de la guerre, une loi un petit peu de pureté, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, quoi. Voilà. Et donc dans la bière, en fait, allemande, ils ont des règles de process qui doivent respecter ce Reinheitsgebot, là. C'est loi de pureté allemande, entre guillemets. Voilà. Bon, chacun verra. C'est Ouais, la c'est rigueur, allemand, c'est ça, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très C'est allemand. ça, ouais, exactement. Mais je voyais que vous aviez aussi plutôt une manière anglaise de faire la bière. Oui. Il y a quand même, chaque pays peut avoir une manière de faire. Non, c'est pas ça, mais c'est dans Non. la méthodologie, quoi. C'est-à-dire que nous, au fait, notre taille de cuve fait que la cuve n'est jamais chauffée à aucun moment. La cuve d'empâtage, dans laquelle on fait le mélange de l'eau Ouais. chaude et du grain concassé, si tu veux, on marche par infusion. D'accord? C'est qu'il y a plusieurs façons de faire où tu peux t'en chauffer direct. C'est que tu mets ton poêlon de paille là sous ta cuve et tu chauffes ta cuve. D'accord. Et nous, en fait, on est en infusion. C'est-à-dire qu'on chauffe une eau chaude, un principe du thé. Il faut Oui. expliquer aux gens, souvent j'explique comme ça. C'est que tu chauffes de l'eau chaude dans une grosse bouilloire de 1000 litres. Tu mets ton eau chaude dans ta casserole, entre guillemets, ou dans ton thermos, et tu viens mettre ton grain dans ton thermos. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un savant calcul de température on a des variations de température entre l'été et l'hiver. Donc l'hiver, l'inox est plus froid que l'été, donc on a des ajustements à faire en température de chauffe, de façon à ce que quand on met l'eau chaude dans le mélange du grain, il faut qu'on arrive à une température pile. Si on vise 68 degrés, il faut qu'on soit à 68 degrés. Donc ça demande beaucoup de dextérité de la part du personnel de brassage pour adapter l'eau, parce qu'une fois qu'on a mis l'eau et le grain, on peut pas le chauffer, donc on peut pas se tromper. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est une méthode qui est très 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 technique. Et ça demande un bon savoir-faire en termes de pilotage de l'outil, surtout. Mm. Et du coup, nous, notre grain, il n'y a pas de chauffe direct. Et je trouve qu'au niveau d'extraction, on a toujours des super résultats là-dessus, à ce niveau-là, quoi. D'accord. Mais quand tu parles de toutes ces techniques-là, en début d'interview, tu nous disais que tu faisais chez toi, voilà, certainement dans des petits. Ouais, des c'est petites ça, dans les choses, petits quoi. récipients de 30 Mais litres. Ouais. est-ce que tu as suivi une formation Ouais, alors pour voir- j'ai fait 2 formations. J'ai fait une première formation qui avait duré une dizaine de jours dans une brasserie dans l'Oise. Bon, c'était bien en termes d'approche semi-professionnelle, entre guillemets. Mais après, j'ai fait une formation à l'IFBM à Nancy, qui est l'Institut français de la brasserie et de la malterie, où là, on a fait une bonne formation vraiment sur le technique. Et on voyait des outils de production dignes de ce nom, entre guillemets, sur la formation, quoi. On avait des aspects aussi plus sur le côté chimie, un petit peu, parce qu'on a un côté chimiste aussi quand on est au niveau de la brasserie, au niveau des brassins. Donc au niveau de l'IFBM, c'était vraiment plus approfondi en termes de formation, quoi. Oui, puis je suppose que pour pouvoir vendre, il y a aussi un minimum au niveau sanitaire Ah, du tout. Du tout. D'accord. C'est l'avantage de la bière. Non, comme c'est un produit qui est bouilli, donc entre guillemets, qui a une ébullition, donc on n'a pas de problème de bactéries au niveau des bières. Les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est peut-être des soucis de refermentation mal maîtrisés en bouteille, des choses comme ça, ou des fermentations pas finies, ou des problèmes de ce qu'on appelle du gushing dans un bon nom de brewpub, ça, gushing. Des problèmes de gushing dans... Ah ben voilà, au moins, dans les voilà, bières, là on tu vois. apprend des choses. Ah bah Gushing. voilà. Du gushing, c'est quoi? C'est quand ça a dû vous arriver une fois, vous ouvrez une bière et puis, la mousse qui sort, quoi. Ah, Voilà. Donc, ce qui se passe là, soit c'est une refermentation dans la bouteille qui s'est pas finie dans le fermenteur, qui a repris dans la bouteille, donc surcarbonatation, et là, du coup, la mousse surcarbo dans sa mousse. Ou alors, tu peux avoir une infection liée à des lactobacillus, et là, tu peux avoir des problèmes lactiques et de l'acidité sur ta bière. Et du coup, si tu as une bière avec un
un certain taux de sucre dedans, bah, les sucres vont être réassimilés par parce que ces bacillus là, vont bouffer tout ce qu'il y a dans tous les sucres, et derrière, ça resurcarbonate ta bière, quoi. Donc, du coup, c'est ce qui se passe souvent. Il y a eu le cas sur une brasserie à Lannion, ils ont été grave emmerdés là-dessus, et ils ont réussi à trouver apparemment leur problème, d'où venait le problème, mais c'est compliqué parce que tu peux perdre pas mal de production, ça fait une mauvaise image aussi en termes de brasserie, donc c'est un peu con. Donc du coup, c'est le seul problème que tu peux avoir techniquement, mais gustativement, enfin, en termes de santé publique, Oui. il y a pas, il y a bien, je te le truc. En termes de santé publique, il n'y a pas de risque, si tu veux. Ouais. C'est juste que gustativement, ça va pas être bon, quoi. Donc, tu as un truc acide, bah, tu jettes le truc parce que c'est pas bon, quoi. Mm. Mais il n'y a pas de dangerosité. Le seul truc qui nous contrôle, c'est la répression des fraudes et les poids et mesures. Nous, on a eu ça comme contrôle il y a 2 ans. Là, ils nous ont embêtés sur les étiquettes. Donc, on a dû régler ça. Pourquoi Bah, parce que on avait marqué contient du gluten sur nos étiquettes, et puis on avait mis gluten en gras comme on pensait être la bonne méthode. Et notre imprimeur aussi. Puis au fait, il s'est avéré que la personne de la répression des fraudes nous demandait à ce que ce soit marqué gluten entre parenthèses, blé et avoine, maïs. Enfin bref, ce qu'on mettait dedans, soit le type de gluten soit marqué en fait, quoi. Voilà. C'était juste le petit détail qu'il fallait faire. Donc, ouais, du coup, on a modifié ça et maintenant on est dans les clous là-dessus au niveau des allergènes, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, la répression des fraudes, après, ils sont venus, mais normal, hein, sur les poids et mesures, sur les volumes qu'on mettait en fût, nos moyens de contrôle pour les embouteillages, pour qu'on ait garantir qu'on met les bons volumes dans les bouteilles et qu'on ne vole pas notre très cher et prisé client. Ben, justement, les étiquettes, Oui, elles sont quand même superbes. oui. Alors, qui c'est qui les fait? Alors, l'histoire des étiquettes, elles ont de drôles d'histoires. Ensuite, la première, elle finit tragiquement, puisque la première personne qui m'a fait ces étiquettes-là s'appelait Philippe Cardinal. Et c'était une personne que j'adorais, qui était humainement une personne magnifique, et qui malheureusement est décédée en septembre 2019 d'un cancer. Donc, avec Philippe, on a eu vraiment un gros coup de foudre. C'est-à-dire, l'histoire, quand même, elle est trop rigolote. C'est-à-dire que quand moi, j'avais mon projet de monter ma brasserie, bah, j'étais sur mon ordinateur, hein, et puis je cherchais, oh, quel thème, qu'est-ce que je pourrais mettre sur des étiquettes par rapport à la musique et tout. Puis je dis, bah, tiens, des portraits d'artistes, ça pourrait être sympa, quoi. Et je tape sur Internet, portrait, artiste, machin, Club 27, et je tombe sur des photos, mais c'est photos d'artistes, à Philippe. Et je dis, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, il faut que je prenne contact avec cette belle personne-là. Mais je ne savais pas qui c'était, je ne le connaissais pas. Et c'était sur son site internet. Donc, je l'appelle, je le contacte, 06, je lui présente mon projet. Et il me dit, mais tu veux faire ça où, ta brasserie? Parce que moi, je suis en Bretagne. Et je suis, bah, moi aussi, je suis à Guingamp. Bah, moi, je suis à Pabu. C'est à 2 km d'ici. Donc, on s'est retrouvés, mais par hasard, sur internet. Et il était à 2 km de ma brasserie, quoi. Donc, du coup, on s'est rencontrés. L'alignement des planètes. On a passé une après-midi ensemble, on a déconné, on a parlé de nos vies, on a pleuré, on a rigolé, enfin, c'était génial. Et puis, je dis, bah ouais, c'est forcément lui qui doit faire ça, quoi, le projet-là, quoi. On a travaillé ensemble sur toutes mes étiquettes. Alors, une grosse partie, il avait quand même fait du travail, hein, Hendrix, il avait déjà fait plutôt les portraits, Winehouse aussi, Morrison aussi, Cobain aussi. Il a retravaillé Jones et Janis Joplin qui n'avaient pas fait déjà en évolution. Et puis le drame, c'est que bah, je voyais bien sur la fin, quand moi j'ai ouvert la brasserie en mai 2019, lui il était un peu dans le down, il baissait, et puis nous on était en pleine phase de le lancement du projet, donc on s'est croisés un moment, et je voyais bien c'était plus, physiquement il avait du mal, c'était compliqué, la maladie était là, et l'étiquette Jones, on a galéré à la faire, on a galéré, mais il voulait absolument la sortir. Et puis voilà, donc on a trouvé le bon truc où lui était content, moi j'étais content. Et puis voilà, quoi. Et puis bah, malheureusement, il est décédé en septembre 2019. Donc Sonia, sa femme, vient régulièrement ici revoir le travail de son mari aussi, tu vois, à la brasserie. Ses enfants passent là régulièrement aussi. C'est chouette parce que ça permet justement de faire perdurer un petit peu Bah, son c'est ça esprit. un petit peu. Et faire qu'on, ouais, c'est vrai, et son travail continue quand même de Ouais. vivre, il est toujours là, quoi. Voilà, il est toujours parmi nous, Philippe. Et autrement, on a travaillé sur les dernières étiquettes. On a travaillé avec un copain bah, qui était là tout à l'heure, David Le Calvez, qui est le patron de la Monster Family. C'est un tatoueur qui est à Guingamp ici, qui est assez réputé dans le secteur. Il est là depuis une bonne vingtaine d'années, donc bien une bonne réputation. Donc il nous avait dessiné la Tropical Stout avec Amy Winehouse qu'on avait mis en mode vainé un petit peu sur l'étiquette avec notre bière à la vanille.
Il avait fait le portrait de Kurt Cobain en mode Pirate des Caraïbes sur la East Coast IPA, où on est sur un plus profil bière un peu exotique, tout ça, quoi. Donc, il nous avait fait ce travail-là. Et puis ensuite, on a travaillé avec un nouveau jeune graphiste sur Guingamp qui s'appelle Mathis Campion, qui est à son studio Mathis Art, et qui est un petit gamin super doué. Il a 26-27 ans, Mathis, il est top. Et donc, c'est lui qui m'a fait à l'origine, il avait commencé par faire 4 canettes. On avait lancé une petite gamme de 4 canettes pour voir un petit peu comment que ça marchait. Bon, le marché guingampais n'est pas encore dédié à la canette, c'est un peu compliqué. La canette, on s'adresse plus à la 8-6 ici. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, on a fait l'étiquette donc, de la Purple Haze et de la Ziggy Co. En triple, là, quoi. Et il fait aussi donc l'affiche de notre festival de musique qui a lieu au mois de mai, le 29 et 30 mai, pour l'anniversaire de la brasserie. Eh bien, c'est une très très belle transition parce qu'on va parler un petit peu musique aussi, hein. Là, on s'étendrait bien encore très longtemps sur le côté bière, brassage Mhm. et tout ça, mais ce qui nous a fait venir ici, c'est aussi qu'il y a donc un lien avec la musique, déjà parce que toi tu l'es, parce que sur les étiquettes, ben, voilà, ce sont aussi des musiciens, mais c'est pas que ça, il y a peut-être aussi des concerts qui se font ici. Ouais, bien sûr, ouais. Nous, on prend plaisir à faire du concert. Généralement, on commence au mois de mars pour la fameuse Saint-Patrick, toujours le lien Ah avec oui. l'Irlande. Donc là, on fait venir des groupes un peu plus musique traditionnelle irlandaise, avec Union Pipe, Whistle, guitare, banjo. Donc avec un petit repas traditionnel irlandais qui est servi en même temps. Donc généralement, ça reste une belle soirée avec des goodies. Enfin, les gens, ils ont tous la patate. Et puis généralement, au mois de mi-mars, c'est les premières belles journées. Un petit peu, il fait beau, les gens, ils ont envie de ressortir parce que là, après un mois de janvier comme ça, je pense qu'on va exploser les scores de fût au mois de mars. Et après, en avril, on commence à faire une programmation. Alors, on a un petit peu, comment dirais-je, sur avril, on hésite entre le dehors-dedans. Donc, on essaie de toujours de trouver un petit set un peu, soit acoustique, ou alors très léger en termes de batterie, batterie basse-guitare, quoi. Donc, généralement, avril, ça va être ouais, guitare ou piano-voix, ou un truc comme ça. Comme s'il fait mauvais dehors, on peut au moins rapatrier à l'intérieur s'il y a besoin. Et bien sûr, au mois de mai, donc c'est là qu'on organise notre traditionnel anniversaire, où là, on fait un bel événement en collaboration avec l'association Melrose, qui s'occupe de la Grande Ourse à Saint-Agathon, la programmation de la salle de la Grande Ourse. Ils sont plus axés blues, un petit peu. Mais Melrose, je ne sais pas si vous connaissez déjà, c'était à l'époque où ils avaient une programmation sur Calac, au Bacardi à Calac, dans les années fin 80, 90. Et là, on a vu des vieux groupes, hein, les François 1er, tous les anciens, tout ça, les Silencers, qui vont jouer avec eux. Donc là, on fait en coprod avec eux à la salle de la Grande Ourse, donc sur un week-end de 2 jours, avec donc 4 concerts par soir, donc 8 concerts en tout. Tout ça gratuit, avec food truck et salon de tatou. Il y a 4 tatoueurs qui viennent, piercing. Et puis voilà, puis un peu de merch à vendre, des super groupes, de la bonne bière, bref, un beau week-end en perspective, quoi. Et niveau bière, sur ce festival, c'est Ah bah, uniquement c'est la que- tienne. voilà, c'est que notre bière qu'on présente, bien sûr. Et comment dirais-je, pour l'occasion, on essaye toujours de sortir une petite bière un petit peu pour l'événement. Donc cette année, on sera encore sur une petite session IPA qu'on va faire pour l'événement, bière légère en alcool, mais bien houblonnée. Et puis bah, nous, comme le festival est gratuit, il faut quand même qu'on rémunère les artistes. Et plus les logements, les repas, les locations de scène, jeux de lumière, tout ça, donc ça fait un beau petit budget quand même. Et comme c'est la brasserie qui se charge de tout, la rémunération de tout ça, bah, comment dirais-je, on se rémunère nous uniquement que sur la vente des bières en fait, quoi. D'accord, c'est super justement de proposer quelque chose de gratuit, mais est-ce que c'est pas se tirer une petite balle dans le pied? Bah, c'est pas se tirer une balle dans le pied, on pourrait, bah si, parce que sur une opération comme ça, on gagne rien, honnêtement, on fait zéro en bénéfice, on gagne que dalle. Même, je veux dire, franchement, s'il fallait que j'achète mes fûts au prix réel, on serait déficitaire. Nous, on joue sur le fait qu'on n'achète que la matière première, et puis voilà, terminé. On gagne le fait que ce soit là-dessus. S'il fallait, je vous dis, acheter des fûts, non, on serait déficitaire, c'est pas possible. Mais nous, ça nous fait une belle image, ça nous fait de la communication, on parle de nous dans la presse, voilà, puis on est notre petit réseau de copains là, entre Melrose, plus la Monster Family. Nous, là, on est super, on a une petite armée de bénévoles, on doit être à peu près 60 bénévoles sur l'événement. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, bah, l'année dernière, on fait un peu plus de 2100 personnes sur le week-end. Et l'année Ah oui. d'avant, on avait fait 2300. Donc, on est sur une bonne jauge entre 2000 et 2500 personnes. Donc, on est content. C'est cool, ouais.
Et alors cette année-ci, alors c'est quelle date et qui passe? Cette année, ce sera le 29 et donc le 30 mai 2026, le vendredi soir et samedi soir. Donc les concerts commencent à 19h jusqu'à minuit et demi le vendredi, minuit et demi, 1h à peu près le dernier concert le vendredi soir. On a des food trucks bien sûr pour la partie restauration. Et le samedi, on commence aussi pareil. Alors le samedi, c'est particulier cette année. On va lancer ce qu'on appelle le collectif O-Kids. Alors, le collectif O-Kids, c'est quoi? Ce sont des gamins qui sont dans des écoles de musique sur Bégard, commune à côté de Guingamp, et sur l'Envolon à l'F Armor Communauté. Et donc pendant toute l'année, en fait, c'est des écoles de musique qui travaillent des instruments, et ils font des compos, des groupes, des reprises, des trucs. Et en fait, tous les ans, ils faisaient un événement à la salle de la Grande Ourse pour faire un peu, représenter aux parents un petit peu ce que les gamins faisaient pendant tout le long de l'année, quoi. Et puis nous, en fait, c'était soit le week-end avant nous, soit le week-end après nous. Et puis on a eu la bonne idée de dire, bah, c'est vrai que nous, samedi après-midi, comme les concerts commencent qu'à 19h, les gars qui viennent se faire tatouer à partir de midi, bah, de 12h à 19h, il n'y a pas d'animation forcément, quoi. Et du coup, on dit, bah tiens, on pourrait peut-être mettre ce collectif-là l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 18h. Comme ça, les gamins, ils vont bénéficier de toute la structure du festival, tout le public du festival, et ils vont pouvoir se la jouer comme des pros, entre guillemets, quoi, avec C'est cool, espace ça. loge et tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, ça fait encore une synergie, tu vois, avec les écoles de musique. Et de puis, rencontrer aussi les Et artistes. rencontrer des artistes, derrière, ils vont pouvoir discuter avec des musiciens, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment toujours pareil, quoi. L'ambiance familiale, chez nous, c'est ça. Hein. La brasserie, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est vraiment chouette comme démarche. Mhm. Et les groupes qui viennent? Alors, les groupes, je sais pas si j'ai le Allez, droit de le dire. là, bien sûr. Alors, les groupes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Padang, ça c'est un groupe rock qui vient donc de Toulouse, Fuzz Rock. Donc, eux, ils joueront le vendredi, ceux qui vont ouvrir. Après, on a Deveil qui vient, un groupe de région parisienne. On a Fragile, un groupe de post-punk de Angers, avec des petits jeunes qui ont 24-25 ans. Et ça va être mon petit coup de cœur. Ça, faut des choses à ne pas rater absolument, ça, le vendredi soir, ça va être bien. Ça revient bien, je trouve, le post-punk Ouais, à si, l'heure actuelle. depuis Hein. quelques temps. Enfin, moi, Ouais. je sais que j'aime bien programmer ça et c'est super énergique, c'est cool. Les gens, ils sont tous, ils ont tous la patate quand ils écoutent ça, donc c'est bien. Et on aura le vendredi soir en clôture, le trio Dirty Deep. Donc ça, c'est du heavy blues rock de Strasbourg directement, avec Victor au chant, des habitués du Binic Folk Blues Oui. au festival du Oui. mois de juillet qui est sur la plage à Binic. Donc eux, ils l'ont déjà fait au moins 4-5 fois là-bas. Donc le samedi soir, ça commence avec Diamond Dog. Donc eux, ils nous viennent de Dijon et ils sont un petit peu sur la new wave, post-punk aussi un petit peu. Donc c'est très sympa, comme très germanique comme son. Et j'aime beaucoup de synthé, des choses comme ça. Très sympa, très original. New Wave. Ouais, c'est ça, ouais, à fond. Ouais, mais côté plus allemand, plus que british, quoi. Mais c'est vraiment sympa. Après, on a Daria, pareil, les Angevins de Daria, avec des membres des anciens, donc les Frangins Belin, et des anciens Tugs aussi. Donc là, c'est un petit quatuor, pareil, rock, bien énervé aussi, qui sont très régulièrement au Ferrailleur à Nantes aussi. Bref, enfin, ça tourne depuis les années 2000, hein, c'est pareil, c'est carré, ça roule. Après, on a Shaker Poisson. Donc ça, c'est un trio de garage dance punk. Ça, c'est pareil, ça va être bien rigolo à voir. Ça, ils sont bien énervés, mais ils sont dans la déconnade à fond. Et je pense que ça va être bien ambiancé, ça. Et on finit par le trio post-punk, toujours de Mad Foxes, qui nous viennent de Nantes aussi. Ouais, donc pareil, bien énervé aussi, bien cool sur scène. Et puis c'est des groupes qui généralement ont bien roulé leur boss, quoi. Donc sur scène, ça devrait envoyer bien, quoi. Comment elle se fait la programmation? Qui c'est qui choisit? C'est moi. Durant mon année, j'aime bien. Je reçois énormément de demandes de concerts. On en reçoit à peu près, si je te dis, entre 10 et 15 demandes de concerts par semaine, à peu près, par mail. Ouais. Après, il y a de tout. Hein. Ça va du jazz manouche au chant lyrique, à tout. Après, nous, on sélectionne. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire ma programmation justement à ma sauce. Et généralement, les gens sont pas déçus de les différents retours. Là, c'est la 5e édition qu'on le fait. Tout le monde vient aussi pour voir la prog de Fabien, quoi. Ça, c'est cool, quoi. De dire, tiens, qu'est-ce qu'il va nous concocter cette année, quoi. Il y a l'année dernière, en 2024, on a eu les Dynamite Shakers, quand même, qui sont venus. Je sais pas si vous entendez parler, les petits jeunes de Vendée. Bien sûr. Ah, c'était la claque monumentale. Tout le monde disait, mais c'était trop bien. Les jeunes de 22 ans qui font du rock'n'roll, c'était Alpha Stones un peu, c'était d'enfer. Tout le monde a trouvé ça génial. L'année dernière, on a eu, 2025, on a eu Nasty Joe, un groupe de Bordeaux qui vient là. Ils viennent de sortir un album, là, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Et eux, ils sont venus l'année d'avant
pour la fête de la musique ici, ils ont joué, il y avait 15 personnes devant eux ici, il n'y avait pas un chat, je te jure. Et des conditions de merde. Et quand je les ai vus jouer, j'ai fait, mais eux, ils envoient du pâté, mais c'est pas possible qu'ils jouent devant 15 personnes. Du coup, je leur ai dit, j'étais déçu un peu pour eux, ils venaient de Bordeaux, les gamins. Je dis, putain, vous jouez devant 20 personnes ici, c'est un peu dommage. Et du coup, je dis, ben, vous reviendrez au mois de mai l'année prochaine et vous allez jouer devant un beau public. Mais les mecs, tout le monde était à l'unanimité. Oh, c'était trop bien ton truc là. Alors que ben, vous serez venus un an à l'avance, vous auriez pu les voir à la brasserie pour pas cher non plus. Donc voilà, donc la programmation, ouais, c'est moi. Puis on essaie toujours de faire une programmation où on monte un petit peu en régime. Quand il y a les premiers groupes qui démarrent, c'est des choses un peu plus cool généralement. Puis on monte en pression. Puis à la fin, on lâche les chevaux en fin de soirée, quoi. Et le samedi soir, on finit par un DJ set, par DJ Vif Argent, qui est aussi un des membres des François 1er. Je sais pas si tu connais le groupe du Havre, les François 1er, Roadrunner, tout ça, un petit peu. Là. Voilà. Donc il joue avec eux et il mixe sur vinyle. Et il nous fait des trucs de dingo à chaque fois. Il nous sort de la cumbia, des rythmes afro. Après, il est sur du rock des années 50, 60. Mais c'est juste du travail d'orfèvre qu'il nous fait. Et il fait des bonds, des cabrioles dans tous les sens. C'est un spectacle à lui tout seul. Hein. Franchement, magnifique. Et la Berry n'a pas envie de mettre un peu des billes dedans, de soutenir le festival, surtout qu'ils peuvent voir que c'est gratuit, ça met de l'ambiance. Oui, mais la problématique, c'est pas associatif. C'est la brasserie communautaire qui porte tout. Donc, c'est à vocation, entre guillemets, professionnelle. Donc, j'ai jamais sollicité non plus, mais je sais que, parce que là, en plus, moi, je suis sur Guingamp ici, et l'événement, on l'organise sur Saint-Agathon, qui est la commune un peu plus haut ici, quoi. Donc, la commune de Guingamp ne fait rien du tout pour nous, mais en général. Et ensuite, la brasserie de Saint-Agathon, la mairie de Saint-Agathon, pardon, elle nous met à disposition quand même bancs, tables, barrières pour l'événement, tout ça, pour pouvoir accueillir tout le monde comme il faut, quoi. Et la salle de la Grande Ourse nous est remise aussi gracieusement par le biais de l'association Melrose, qui peut bénéficier aussi de dates de coproduction, comme ils appellent ça, où ça fait de l'animation, mine de rien, sur la commune pendant le week-end, quoi. Totalement. Redonne-nous les dates. Le 29 et 30 mai. Bon, c'est super. On essaiera d'en remettre un petit peu aussi une couche. Ouais, donnera le visuel. Et à venir, vous allez voir comment vous allez trouver ça chouette. Oh oui, certainement. Je vois, tu as un super t-shirt. Distouffer. Oui. Alors, ça veut dire quoi, Distouffer? Je le sais, hein, on me l'a écrit, hein, mais... Là, vous avez appris un mot cold crash en anglais, là, pour le groupe, mais Distouffer, c'est un ustensile pour ouvrir une bouteille. Oui, un décapsuleur. C'est ça, c'est un décapsuleur, quoi. C'est ça. Alors, à l'origine, c'était tire-bouchon, mais quand la capsule est arrivée, on n'avait pas dire un tire-bouchon à capsule, donc on a inventé le mot décapsuleur, quoi. Donc, un Distouffer, ça veut dire ouvre-boîte, ça veut dire décapsuleur, ça veut dire tire-bouchon. Distouffer, tout ce qui sert à ouvrir quelque chose, quoi. Ouais. D'accord. C'est compliqué de chercher, quand on monte son projet, de chercher un nom, parce que c'est quand même la première chose qui va ressortir. Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions de noms un peu farfelues? Non, celui-là, il est venu assez rapidement. Alors, pour qui, pourquoi le principe, tout de suite, comme je te disais tout à l'heure, l'idée d'avoir le lieu de consommation sur place et le lieu de production d'à côté, moi, je m'étais fait l'idée de faire que de la bouteille au départ. C'est-à-dire que les gens, ils venaient à la brasserie et ils débouchaient leur bouteille. En gros, c'était, on vient à la brasserie et moi, je mets la capsule d'un côté et vous décapsulez de l'autre, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça, le slogan de la brasserie, c'est la bière rock qui décapsule. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est le moment de décapsulage, c'est quand tu pètes un peu les plombs, tu lâches les boîtes et puis, tu décapsules ta bière, quoi. Et puis, l'idée de Distouffer, je cherchais un nom en consonance bretonne parce que l'identité, comme on est breton, on est un peu chauvin aussi. Avoir un petit nom breton, c'était sympa. Et puis, ce que je trouvais cool aussi, c'était le côté un peu diminutif du nom possible, quoi. C'est qu'on entend un petit peu par où Distouf, quoi. Tiens, bon, on va au Distouf, c'est soirée Distouf, d'un soir-moi une Distouf. C'est un nom qui moi, il me plaît, je trouve ça sympa. Les gens se l'attribuent et je trouve ça chouette, ouais. Bah oui, non, mais totalement. Tu étais batteur? Oui. Tu l'es encore? J'ai toujours la batterie, elle est toujours montée à la maison, dans sa salle de répète. Maintenant, ça reste un instrument, je vais pas vous l'apprendre, un instrument, c'est du travail, il faut travailler régulièrement. Ici, j'y travaille 6 jours sur 7 à la brasserie, à raison de 10 heures par jour, minimum. Donc, c'est compliqué de trouver du temps de répète. Donc, c'est un peu compliqué. En même temps, les autres membres du groupe, c'est pareil, ils ont chacun monté leur boîte.
Donc finalement, ils sont tous à bloc dans leurs activités, donc c'est compliqué de se retrouver ensemble. Maintenant, je guitarise aussi un petit peu à mes temps perdus, donc on gratouille plus facilement la guitare Mm. que taper sur les tomes à la batterie, quoi. Mais ça te manque pas un petit peu? Ah si, complètement. Si, bien sûr. Si, parce que pour moi, la musique, c'est l'environnement de la brasserie, c'est sûr, mais c'est surtout un exutoire, hein. Ça, moi, pendant les 4, 5, 6 ans qu'on a fait de la musique avec les copains, on composait les morceaux, on créait les paroles, enfin, on trouvait les paroles. C'était un travail, autrement que du jeu de la musique, c'était un travail d'équipe et qui était super, super intéressant à faire. Et c'est un exutoire. Pour moi, la musique, c'est inconcevable d'avoir une journée sans musique, pour moi. Ça, c'est impossible. Impossible. T'arrives à en écouter quand même quand tu travailles? Alors oui, alors moi à l'époque quand je brassais, j'ai mon système son dans la brasserie, effectivement je brassais en musique. Les gars sont un peu moins mélomanes que moi entre guillemets, donc ils n'ont pas besoin de mettre le son directement dans la brasserie. Mais à l'époque où je brassais, oui, il y avait de la musique dans la brasserie, bien sûr. Est-ce que on sait que parfois, soit sur les animaux, soit sur les plantes, la musique, les ondes peuvent avoir une incidence. Est-ce que c'est aussi un produit vivant finalement, la bière, quelque part avec les complètement. levures? Est-ce qu'il pourrait y avoir justement, Ah, il doit y avoir, c'est sûr. si C'est on sûr. met très fortement Bien les sûr. ondes, Prenez une bonne Hendrix brassée à la Foxy Lady, elle a forcément un goût meilleur. ah ben voilà, Je ça y est. vais pas vous dire Foxy le contraire. Lady, moi C'est- je vois World, C'est et en ça. plus, Ah ben voilà. j'imagine là du comptoir. Oh, super. Je vais pas vous dévoiler tous les secrets d'Alice Touffer, quand même, c'est pas possible. Ah, ça y est, j'en ai percé un. Non. Euh, tu rêves de quoi maintenant? Je rêve de quoi? Est-ce que tu rêverais que ta bière soit, par exemple, au Hellfest, la Lémi? Ouais, ce serait cool, ouais, pourquoi pas? Ouais, ça fait un petit clin d'œil, bien sûr. Après, on sait comment que ça fonctionne dans ces organisations-là. Ils ont des contrats avec des grosses brasseries où c'est compliqué nous, petits, de venir exister dans ce milieu-là. Maintenant, on bosse aussi avec pas mal de festivals locaux où eux nous font la part belle quand même en termes de distribution. En local, on bosse avec le festival de la Saint-Loup, ici à Guingamp. Oui. Donc, il y a à peu près 25-30 000 personnes dans le week-end aussi. Donc, ils nous font confiance là-dessus. On a le festival Attrape-Son à Châtellerault, pareil aussi. Ils sont à peu près une quinzaine, 20 000 personnes aussi dans l'événement. Là, eux, c'est Coref qui est là, donc ça reste une brasserie artisanale, Coref. Hein. C'est Finistère, mais c'est pas grave. C'est les Attention. pionniers. Attention. Non, mais j'ai toujours dit Coref, c'est les pionniers. Hein. Si eux n'étaient pas là, on serait pas là aujourd'hui. Hein. Donc voilà, donc respect à eux d'avoir tenté ça dans les années 80. C'était très, comment dirais-je, pas orgueilleux, mais fallait être motivé pour se lancer dans l'opération-là, dans ces années-là, quoi. Donc voilà, donc les festivals, généralement, on joue le jeu en local, en sachant qu'on a aussi, on comprend qu'économiquement aussi, il faut qu'ils fassent des gains et que nous, on peut pas être en train de concurrencer des Heineken ou des grands groupes Kronenbourg sur des gros volumes, quoi. Mais on voit aussi des festivals où il y a de plus en plus de petits bars spécifiques avec des bières artisanales. Au Vieille Charrue, par exemple, ils ont le bar bière bretonne qui est ouvert, qui donne accès à quelques brasseries bretonnes, où on peut venir découvrir des bières comme ça, quoi. À Trabzon, c'est ce qu'ils font aussi. Donc voilà, il y a vraiment du choix pour ça aussi, quoi. Oui, là, on va aller bientôt à la Maroc. Je sais qu'il y a des bières aussi artisanales, Ouais, et bien c'est sûr. vrai que ça permet de déguster un petit peu d'autres choses. C'est ça. C'est Ouais. Et du- puis les gens aujourd'hui, une Heineken en pression, honnêtement, ça parle plus à grand monde. Hein. Mais même nous, on le voit hein, auprès des associations sportives qui ont des buvettes. On arrive à rentrer dans les associations sportives aussi, parce qu'ils se rendent compte que quand nous, on travaille en direct avec eux, mais quand tu passes par un distributeur entre guillemets qui lui va prendre sa marge et prendre son truc et ses bidules, au final, on arrive quasiment au même prix, ou à peut-être à 1 euro ou 2 euros du fût. Les gars, ils disent, 1 euro, on va faire bosser une boîte locale qui embauche des gars du coin, et plutôt que Heineken à Pétaouchnok, quoi. Donc, voilà. Donc, ça rentre un petit peu dans les mœurs. Après, on sent aussi, là, aujourd'hui, la conjoncture économique n'est pas top. Hein. On voit bien que les brasseries, aujourd'hui, il y en a plus à fermer qu'à ouvrir. C'est un peu compliqué dans les petites brasseries. Maintenant, voilà, quand les gens peuvent jouer le jeu, ils jouent le jeu, et on voit bien, ils sont fiers d'avoir leur bière à Guingamp, quand même. Faut le dire, ça. Tu t'en sors, toi, ici?
Économiquement, pour l'instant, ouais. Si, on va pas se plaindre. Mm. On est à 3, moi je me paye, les gars sont payés aussi comme il faut, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on a eu des gros investissements dès le départ, donc on a fait le choix de monter. Après, on a investi, mais régulièrement, si tu veux, dans le temps. Donc, on a investi à chaque fois, un fût inox, enfin un fermenteur inox, derrière parc de fûts. On a plus de 1000 fûts dans le parc, nous, aujourd'hui, avec prix d'achat 75 € le fût. Donc, toi, il y a pour 75 000 € déjà rien que de fûts. Mm. Donc, les fûts, Oui, voilà. Mais il te faut ça aujourd'hui, si tu veux développer tes références dans plusieurs bars, il te faut plusieurs fûts. Donc, c'est inévitable de passer par ça, des investissements. Mais derrière, voilà, maintenant, aujourd'hui, nous, quand tu parlais de rêve, c'est-à-dire qu'est-ce que tu rêves? Demain, moi, ce que je rêve, c'est pouvoir avoir un confort de travail un peu plus acceptable que ce qu'on a là, parce que là, c'est tout petit, on est restreint. Nous, on sort 1000 hectolitres de bière dans 280 mètres carrés. Quand tu dis ça à des gens, les mecs, ils disent comment vous faites, quoi? Alors, on est les rois du Tetris, mais on est très fort là-dedans. Oui, et puis même, enfin, quand vous faites des concerts, c'est petit, hein. c'est petit. Bien sûr, bien sûr. Ouais, J'ai ouais, fait ouais. le tour C'est de... pour ça, essentiellement, quand on est en mode concert, basse, batterie, guitare, on fait ça dehors. Généralement, on aménage ça sur la terrasse et là, on propose ça dehors. Ouais, C'est ta femme hein, qui a décoré le lieu. Hein. ouais, c'est mon Il est épouse avec son super, entreprise homme artistique, ouais, qui est du coaching déco et elle fait de l'accompagnement. Et puis là, maintenant, elle a un peintre avec elle aussi, donc elle peut faire des prestations de peinture clé en main, quoi. Donc c'est toujours top. Puis elle a de bon goût, c'est ma femme, elle m'a choisi. Donc, Memento Mori Webzine. Donc, Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel et donc souviens-toi d'en profiter, de vivre aussi. Donc, il est temps. Si tu avais un conseil Memento Mori à donner à ceux qui vont nous regarder, ce serait lequel? à quel niveau? Un conseil à quel niveau? Eh ben, un conseil du genre, profiter de la vie tant qu'il en est temps. Pour profiter de la vie, tu conseillerais de faire quoi? Ne pas attendre. Ne pas attendre. Y aller. Je dirais comme dans le fameux le truc des bronzés font du ski, là. Ne crois pas que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Voilà, c'est un peu le même concept de Jean-Claude Duss. Même si tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, on ne sait jamais sur un malentendu. Voilà, Ça peut fonctionner. c'est exactement ça le principe. Non, faut y aller, faut pas hésiter. Après, effectivement, on a toujours la crainte quand on se lance en entrepreneuriat, tu quittes un confort, tu as ton salaire, tu es bien, tu as ta maison à payer, tes enfants à nourrir, tu te dis merde, pas faire le con, puis au fait, non, faut y aller, faut foncer, faut y aller, bien sûr. Ouais. Écoute, on te remercie beaucoup en tout cas merci, pour merci à vous ce d'être venus beau moment très chouette. Et nous puis, voir dans le 22, c'est chercher le normal. soleil. En tout cas, on pourra aller chercher au mois Dans de les mai. verres. Voilà. Dans les verres, c'est ça. Et dans les verres. Ça Merci roule. beaucoup en tout cas. Merci à vous.